go. We fighting just to see another. Hey, salut tout le monde, c'est The Boyzone. Aujourd'hui, on se retrouve pour, non pas un petit vidéo de jeu vidéo, ça serait répétitif un peu, mais pour une petite vidéo d'enseignement. Donc ça faisait, laissez-moi fermer la plaque, merci. Ok. Donc ça fait quand même un méchant bout que j'ai pas fait de vidéo d'enseignement. En fait, pour ceux qui le savent, parce que je l'ai dit dans un paquet d'autres vidéos, dans mes autres séries. En fait, pour ceux qui le savent pas, c'est plutôt ça l'affaire. Ça fait depuis à peu près 2 semaines et demie que j'ai recommencé à faire des vidéos. J'ai fait une pause d'environ 2 mois. Puis en fait, ça fait environ... En fait, l'étude que je vais donner là, je l'ai déjà donnée à ma jeunesse, bien entendu, comme je l'ai expliqué au début de cette série. Mais pour cette étude-là, je ne l'ai pas donnée, ça fait environ 6-7 mois. Fait que ça se peut que, excusez-moi d'avance, que j'aille quelques petits oublis de mémoire. Mais donc, c'est la suite de Pourquoi pas l'évolution. Là, je viens de voir qu'il manque un point d'interrogation. Peu importe. Au pire, je corrigerai ça dans le futur. Au pire, je l'écris dessus. Non, je l'écris pas tout de suite, on va perdre du temps parce que de toute manière, j'ai pas en masse de temps non plus. C'est pour ça que cette étude tombe bien. Elle est plutôt courte. Donc, c'est cool pour ça. Donc, si vous vous rappelez au dernier épisode, on a fait la première partie de des erreurs et contre-vérités. Et bien aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Donc, premièrement, c'est un petit rappel comme vous, comme pour moi. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on avait vu au dernier épisode. Sans toutefois rentrer vraiment dans les détails, là. On avait vu premièrement que les organes vestigiaux étaient non vestigiaux. Je l'avais expliqué. Un organe vestigiaux devait, à la base, n'avoir aucune utilité, et pourtant tous les organes vestigiaux que les évolutionnistes nous disent être des organes vestigiaux ont tous une utilité. J'en avais fait une longue liste quand même au dernier épisode, donc si vous voulez vous rafraîchir la mémoire, allez le regarder de nouveau. Et donc, c'est ça. Ensuite, notre corps n'a jamais eu aucune malformation due à l'évolution. On avait vu 3 exemples de ça, comme par exemple le genou. Mais en fait, s'il y a eu des malformations, c'est aucunement dû à l'évolution, mais plus à des erreurs génétiques qu'il y a eu, disons, au cours des générations depuis quelques milliers d'années. Le plus bel exemple de ça, c'est toutes les maladies. Les maladies n'étaient pas là auparavant. C'est au fil du temps qu'elles sont apparues. À cause justement des erreurs génétiques. Mais en tant que malformation sur notre corps, il n'y en a aucune qui est vraiment due à l'évolution. Ensuite, on avait vu une certaine malhonnêteté des évolutionnistes. Ça, on l'avait vu comme plus en détail lors du premier vidéo avec un tour dans le musée. Mais, puis en fait, je me rappelle plus très bien qu'est-ce qu'on avait dit à propos de ça au dernier épisode. Ça vaut un rafraîchissement de mémoire. Fait que si vous voulez vous souvenir, faites comme moi, allez regarder de nouveau le dernier épisode. Ensuite, on avait vu aussi dans l'homologie. Selon l'évolution de l'homologie, bref rappel, c'est que si 2 animaux ont les mêmes caractéristiques, ils ont le même ancêtre. Sauf que l'homologie de dire que tous les animaux ont quelque chose en commun, par exemple que tous les animaux ont une bouche pour se nourrir, selon l'évolution, en fait, c'est qu'il n'y a aucune preuve que, étant donné qu'ils ont toutes, supposons, une bouche pour se nourrir, eh bien, ils viennent du même ancêtre. C'est pas une preuve. Puis j'avais plus longuement
expliqué au dernier épisode encore une fois. Mais là, j'apporte quelque chose de nouveau. C'est plutôt la preuve que tous les êtres vivants ont été créés par le même Dieu. Et donc, c'est ce que voulait prouver en fait celui qui a fait au tout début la classification des animaux. Il s'appelait Linné. Puis en fait, lui, il croyait en Dieu, puis il voulait vraiment voir s'il y avait vraiment des ressemblances entre tous les animaux. Fait que c'est pour ça qu'il les a classés en groupe. Ensuite, on avait vu que les dinosaures à plumes n'ont jamais existé, que des fabriques en Chine et peut-être sûrement dans d'autres pays existaient pour fabriquer des ossements très réalistes de dinosaures à plumes, mais que dans la réalité, au niveau des fouilles, on n'avait jamais découvert ça. Fait que pour ça finit le point rappel. Maintenant, on va rentrer dans la suite du chapitre 4 avec les pots pourris d'erreurs, d'aberrations, de contre-vérités. Donc, c'est la suite de ce qu'on avait fait la semaine passée. Donc, premièrement, déjà en commençant, on peut voir que il y a beaucoup de manuels qui sont corrompus. Je vous donne un exemple. Par exemple, ce manuel-là. Puis souvent, c'est des manuels qui sont utilisés dans les universités, dans les cégeps. Donc, c'est quand même des manuels très renommés. Par exemple, ce livre-là, Biology Principles and Exploration de Johnson Raven, qui a été écrit en 1997, affirme que des molécules de RNA, ARN en fait, là, des molécules de ARN peuvent se former spontanément dans l'eau. Puis rappelez-vous, dernier épisode, on avait vu la météorite d'Orgueil. Si vous ne le rappelez pas, c'était quoi? Regardez de nouveau le dernier épisode. Mais en fait, à cause relié à la météorite d'Orgueil, Pasteur avait prouvé que c'était faux, que les molécules de ARN et d'ADN ne peuvent pas se former spontanément dans l'eau. Ensuite, l'évolution apporte aussi une certaine... apporte aussi, disons, le fait que que les langues aient évolué. C'est ça que je voulais dire. Puis en fait, selon l'évolution, les langues évoluent dans le sens d'une complication croissante. Puis en fait, ce qu'on voit, c'est que... dans les faits, c'est que les langues évoluent dans le sens d'une complication décroissante. Selon l'évolution, les langues sont simples au début puis finissent compliquées. Mais dans les faits, puis on va le voir, les langues commencent compliquées puis sont maintenant plus simples. Parce qu'on a tout le temps tendance à simplifier tout le temps les choses. Ok, ça veut dire que je passe directement au prochain. Par exemple, je vais donner un exemple, même plusieurs en fait. Au niveau de la langue française, on fait juste regarder la langue française, puis on regarde la langue française parlée pendant le Moyen-Âge, okay? Ou même pendant la Renaissance ou les années qui ont suivi. Okay? On imagine le français il y a 200 ans. Il y a des mots qui n'existent plus, les mots ont changé, mais ça, c'est pas un argument pour dire que ça a été compliqué ou simplifié. En fait, ce qu'on regarde de nos jours, puis ça c'est probablement vrai aussi en France, mais au Québec, on a pas une langue, mais plutôt un jargon qui s'appelle le joual. Puis en fait, ce que c'est, le joual, c'est que c'est des mots qui ont tout le temps été raccourcis. Par exemple, quand on dit « je te rappelle que », on dit pas « je te rappelle que », c'est « je te rappelle ». Fait il y a tout le temps des mots qui ont été coupés à moitié. Puis c'est ce que je veux dire par une simplification croissante. Si selon l'évolution, les langues auraient vraiment évolué, on aurait parti du joual pour finir à la langue du Moyen-Âge, par exemple. Aussi, d'autres exemples. Il y a vraiment longtemps, je vais vous donner des exemples de langues qui existaient dans ce temps-là. Par exemple, l'hébreu. L'hébreu, sa particularité,
C'est quoi selon vous? Pour ceux qui se connaissent un peu en hébreu, l'hébreu ne contient aucune voyelle. Il y a juste des consonnes. Puis il faut que tu devines les voyelles en lisant les consonnes. Donc c'est quand même assez difficile à faire au niveau du français, mais en hébreu, c'est possible de le faire. En grec, par exemple, les symboles, c'était des syllabes. Donc il n'y avait pas de lettres qui, mis ensemble, donnaient une syllabe. Non, il y avait un symbole qui donnait une syllabe, puis chaque symbole avait sa syllabe. Fait que, supposons, pour écrire hébreu, en grec, il y avait 2 syllabes. Il y avait et hébreu. Ou latin, il y avait la et tin. Justement, en latin, il y avait il y avait l'emploi de mode aussi. Par exemple, le mot dorénavant était d'or en avant. Donc c'est encore aussi le sens des mots qui a changé. Puis d'or en avant, c'est écrit quand même assez compliqué, mais c'est 3 mots avec 2 traits d'union. Tandis que dorénavant, c'est un seul mot. Donc on voit ici une simplification quand même. Aussi encore, je vous donne un autre exemple, le vieux mandarin, la langue qui est parlée en Chine. Ça c'est le mandarin, mais il y a le vieux mandarin, il y a vraiment longtemps qui se parlait. Puis dans l'écriture, il n'y avait aucune indication de prononciation. Fait que quand tu écrivais, aujourd'hui il y a des indications pour ça. Par exemple, le cédille sur le C, ben tu dois pas faire kk, c'est s. On dit pas franquais, on dit français. Ou par exemple, le E accent aigu, l'accent sur le E, l'accent aigu sur le E, ben, on dit hébreu et non hébreu. Fait qu'en mandarin, il n'y avait aucune indication de prononciation de ce genre-là. Fait qu'il y a encore... si on regarde, supposons, l'hébreu, le grec, le latin, le vieux mandarin, mais si on regarde aussi le vieux japonais. Le vieux japonais, il y avait 98 syllabes. Ça fonctionnait un peu comme le grec, puis ça se parlait en syllabes. Mais il y en avait 88. Imaginez le français avec 88 lettres. Ben, c'est un peu le genre. OK? Puis si on compare toutes ces langues-là avec le français, ben le français, il y a l'usage de voyelles. Bien évidemment, il y a 6 voyelles. Le A, le A, le E, le I, le O, le U, puis le Y. Oui, c'est ça, ça fait 6, oui. OK. Puis il y a des lettres qui forment des mots, au lieu que ce soit des syllabes. Il y a des indications de prononciation, j'en ai parlé avec le vieux mandarin, par exemple les accents, ou les cédilles, ou peu importe. Puis il y a seulement 26 lettres, et 6 voyelles. Donc si on regarde toutes les vieilles langues, puis on voit le français d'aujourd'hui, quand il est parlé comme il faut, là, on parle pas du joual, on parle du français comme correct, eh bien, on voit nettement une simplification. Donc là, je viens de vous prouver que l'évolution des langues, c'est pas vrai. Ensuite, il existe aussi une certaine confusion des termes. Parce que souvent, les évolutionnistes vont arriver et ils vont dire ben, les créationnistes vont pas croire à l'évolution, mais pourtant, regardez, on voit, supposons, je donne un exemple, un croisement de chevaux, puis ça va donner un chevaux de nouveau type, entre guillemets. Puis, un autre exemple de tout ça, c'est qu'ils disent, regardez, ça s'observe, supposons, comment qu'on appelle, ça s'observe, la sélection naturelle, ça je cherchais. La sélection naturelle s'observe dans la nature. C'est un fait indéniable. Mais pourtant, étant donné que l'évolution se dit, ah ben les créationnistes s'opposent à nous, ben ils doivent pas croire à ça. Mais en fait, c'est justement parce qu'il y a une confusion des termes. Il y a la microévolution, qui est l'évolution dans une espèce ou un genre distinct. Ça, c'est comme ce que je parlais tantôt avec les chevaux, mais ça pourrait être aussi les chats. Il y a plusieurs espèces de chats. Il y a des chats siamois, il y a des chats avec du long poil, des chats avec du petit poil. Il y a des choix, il y a des choix. Il y a des chats qui sont plus gros, d'autres chats qui sont plus petits. Des chats avec différents caractères.
C'est la même chose avec les chiens, là. Puis ça, la microévolution, c'est pas en fait de l'évolution. Parce que selon l'évolution, il faut qu'il y ait une augmentation de l'information. Parce que sinon, s'il n'y a pas d'augmentation d'information, il n'y a pas d'évolution dans le code génétique. Puis l'évolution, c'est ça. C'est supposé avoir une évolution dans le code génétique, une augmentation, une complification, je sais pas si ça se dit. Parce que... Donc, c'est supposé avoir une évolution dans le code génétique, mais pourtant, dans le cas de la microévolution, il y a une perte d'information. Puis ça, je vais peut-être avoir l'occasion d'y revenir dans un chapitre ultérieur. Dans une étude ultérieure, ça, je veux dire. Puis, il y a aussi la macroévolution, que ça, c'est l'évolution d'une espèce à une autre. Je l'ai marqué, supposons, à l'écran. C'est comme du protozoaire à l'homme. Donc, supposons de la petite cellule qui a évolué jusqu'à l'homme. Ou supposons, si on prend le poisson, qui a évolué en reptile, supposons. Ou qu'on prend l'oiseau, puis qui a évolué en mammifère. Ou qu'on prend les dinosaures, puis qui a évolué en oiseau. C'est plutôt ça que je voulais dire. Parce que selon l'évolution, les oiseaux n'ont pas vraiment évolué en mammifères, là. C'est assez faux comme affirmation, je le confirme. Puis en fait, je vais vous donner un autre exemple de ça. Imaginez, c'est l'évolution d'une fourmi. On prend une fourmi puis qui évolue en scarabée volant. C'est pas le même insecte, mais selon la macroévolution, chose que l'évolution croit, une fourmi peut évoluer en scarabée volant. Puis en fait, ce que ça sous-entend, c'est que la fourmi va obtenir une carapace qui est plus solide que la sienne. Puis elle va obtenir aussi des ailes. Puis elle va en plus avoir tous les gènes qui vont être nécessaires pour produire le mécanisme du vol. Donc pour voler, il y a besoin de gènes là-dedans. Ça se fait pas comme en claquant des doigts. Donc, selon l'évolution, ces deux termes-là se confondent. Parce qu'on appelle l'évolution une simple différenciation dans l'espèce ou le genre. Par exemple, on va voir deux espèces de chevaux, puis on va dire, il y a eu évolution. Mais en fait, non, il n'y a vraiment pas eu évolution, c'est la même espèce. C'est de la microévolution. Puis en fait, la microévolution, nous, les créationnistes, on est correct avec ça. Ça se peut, on l'observe dans la nature, on va pas nier les faits. Par contre, la macroévolution qui n'a jamais été observée en tant que telle dans la nature, mais ça, on n'y croit pas parce que justement, aucune preuve. Ensuite, puis la meilleure de tout ça, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, c'est ça. La meilleure de tout ça, c'est que on associe souvent l'évolution à la science et le créationnisme à la religion. C'est tout le temps ça qu'on a. C'est tout le temps ça, la même histoire. Je me rappelle, il y a pas longtemps, je me promenais dans des blogs, dans des forums, où est-ce que ça parlait de ça. Puis l'argument qu'il y avait tout le temps, c'était les créationnistes ne peuvent pas avoir raison, parce que les autres, c'est de la croyance. Donc vous voyez? Mais là, il est temps en fait de démystifier ça. En fait, selon l'évolution, au tout début, qu'est-ce qu'il y avait? Au tout début, il était supposé de rien avoir, puis après ça, il y avait le Big Bang. Sauf que pour croire à ça, pour croire que le Big Bang repose sur rien, je dirais qu'il faut autant de croyances, sinon plus, que de dire que c'est Dieu qui a créé la Terre. Qui a tout créé. Donc là, c'est certain dans ma tête, là, puis ça doit l'être dans la vôtre aussi, l'évolution a autant de croyances, est autant une croyance que la création. C'est certain. Puis inversement, si l'évolution semble être appuyée par des faits scientifiques, la création l'est aussi. La création est autant scientifique que l'évolution. Puis en fait, pourquoi qu'on ne le sait pas, c'est que, comme je vous dis, il y a une malhonnêteté des scientifiques qui sont surtout évolutionnistes. Ils vont nier les faits.
qui sont par rapport à la création. Ils vont les résoudre à silence. Ils vont faire plein de choses pour essayer pour essayer de faire en sorte que la création monte pas en flèche au niveau de la popularité. Mais donc, l'une comme l'autre est autant une croyance, puis l'une comme l'autre est autant scientifique. Puis en fait, si vous ne croyez pas que la création est scientifique, ben cette série-là d'études va être la meilleure occasion pour vous de voir que c'est vraiment le cas. Parce qu'il y a plein d'arguments scientifiques en faveur de la création. Puis en fait, ceux qui affirment ça, que la création c'est juste la religion puis tout, ben ça fait juste prouver leur complète ignorance du sujet. Parce que ils ont sûrement en plus jamais lu de leur vie un livre créationniste, ni même la Bible. On va passer maintenant au prochain. On va parler maintenant de laïcité. Donc, je vais parler de la société québécoise, mais sûrement que la société française et les autres sociétés, ça marche. Mais la société québécoise, c'est du laïque. C'est-à-dire que la religion n'est pas dans le gouvernement et pas dans les institutions. Comme auparavant, c'était la religion catholique qui dirigeait l'Église, qui dirigeait les hôpitaux. Mais avec la laïcité, ben là, c'est rendu des personnes, disons, qui sont religieusement neutres. Donc, ils sont neutres au niveau religieux. Puis c'est ça qu'on entend par laïque. Donc, la société québécoise se dit laïque, vrai, mais elle admet l'enseignement de la religion évolutionniste. On vient de le voir, l'évolution, c'est une croyance. Donc, on peut rentrer ça dans le même si c'est appuyé par des faits scientifiques, même si, en fait, ça semble être appuyé par des faits scientifiques, on peut quand même rentrer ça dans la partie religion. Mais elle admet justement l'enseignement de la religion évolutionniste, qui est athée en plus. Parce qu'en même temps, l'athéisme, c'est aussi une religion. Même s'ils disent qu'ils croient en aucune religion, c'est une croyance, ils croient en rien. Donc, de dire que nos sociétés sont laïques, mais qu'en même temps qu'ils admettent l'enseignement de la religion évolutionniste, c'est complètement... c'est le comble de l'ignorance, parce qu'ils se contredisent totalement, puis c'est le comble aussi de l'hypocrisie. Ensuite, il y a certaines personnes qui croient que, comme c'est écrit dans le titre, que la majorité fait la preuve. Il y a beaucoup de personnes qui croient que, étant donné que l'évolution, c'est la théorie la plus populaire, ben, ils vont dire qu'étant donné que c'est la théorie la plus populaire, ben, elle doit avoir raison. Donc, ils se forment une genre de preuve comme ça. Puis ça, c'est le cas de la majorité de la population parce que souvent, ils n'ont pas accès à toutes les prétendues preuves évolutionnistes. Puis en fait, il y en a d'autres aussi qui croient que l'évolution est prouvée parce que la majorité des scientifiques croient à l'évolution. Puis en fait, force est de constater que plusieurs d'entre eux n'y croient pas en vérité, mais qui adhèrent juste pour être politiquement corrects. Puis là-dessus, j'ai un exemple. Ça s'appelle l'éléphant dans le salon. Ça, c'est la conversation entre un journaliste et un biologiste. Donc, le journaliste demande au biologiste s'il croit à l'évolution. Donc, le biologiste, il répond non. Puis il ajoute que personne dans sa profession n'y croit. Absolument personne. Mais là, le journaliste lui demande s'il s'exprime comme ça, comme étant quelqu'un qui ne croit pas à l'évolution dans ses publications puis dans ses conférences. Donc, le biologiste répond que, ben non, je m'affiche comme un évolutionniste, mais je dis seulement qu'il y a eu évolution. Il explique pas pourquoi, il dit il y a juste eu évolution, c'est tout. Un journaliste il dit ouais mais
check, là, c'est pas très honnête ce que tu fais, là. Tu dis que tu crois pas, tu me dis que tu crois pas à l'évolution, mais pourtant, quand tu fais tes publications, quand tu fais tes conférences, tu dis que tu l'es. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas, c'est pas honnête. Fait que là, le biologiste, il dit, oh, attends une minute, là. Peut-être que là-dessus, je suis pas honnête, mais mon travail est tout de même quand même honorable. On trouve les remèdes aux pires maladies sur Terre. Quand même, là, c'est quand même pas mal. Sauf qu'en entendant que toute l'affaire soit démystifiée, au niveau de l'évolution et de la création, on doit vivre avec l'éléphant dans le salon. Donc, l'éléphant dans le salon. Le journaliste est étonné, il dit, hein, quel éléphant? Tu te crois au zoo, quoi? Fait que là, le biologiste tout sérieux, il répond, ben, le dessin créateur. Donc, en d'autres termes, Dieu. Donc, il dit, c'est comme un éléphant dans le salon. Il arrête pas de me remuer. Il occupe une place énorme. Il vous barille à vous casser les oreilles. Il vous rentre dedans et renverse tout sur son passage. Il consomme une tonne de foin. Puis il sent mauvais comme un éléphant. Donc, je sais pas si vous avez déjà été au zoo. Mais imaginez un éléphant dans votre salon. Disons que ça prend de la place. Puis là, le biologiste est fini en disant, mais on doit jurer que il est pas là. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est que on doit dire que Dieu est pas là, mais pourtant il est clairement présent dans toutes les preuves qu'on a. On peut pas, dans toutes les expériences qu'on fait, on peut pas les penser, on peut pas les clarifier, on peut pas les démystifier sans qu'il y ait en arrière. On peut pas les expliquer sans qu'il y ait en arrière un dessin créateur. Le contraire serait complètement absurde. Puis ça, même s'il y a beaucoup d'évolutionnistes qui se disent évolutionnistes, il y a beaucoup de scientifiques qui pourtant sont dans cette situation-là. Ensuite, je vais vous parler de Fukushima. Donc, j'ai une petite photo. Il y a eu un séisme au Japon. Puis, ce séisme-là, comme vous pouvez le voir sur la photo, ça s'est quand même passé assez loin de la côte. Puis, en fait, c'est le séisme de Fukushima. Je vais vous expliquer l'histoire un peu parce qu'il faut quand même comprendre un peu le contexte. En fait, avant qu'il y ait eu ce séisme-là, les évolutionnistes, ils ont dit que les côtes du Japon étaient anciennes, quand même pas mal, très anciennes. Ils disaient qu'il y avait environ 140 millions d'années. Fait que là, ils se sont dit 140 millions d'années, ben, il n'y a aucun tremblement de terre de grande ampleur qui pourrait arriver. Donc là, le Japon ils se sont fiés là-dessus. Donc ils se sont dit, bon, on va baisser la garde, parce que ça coûte quand même de l'argent, ça, se garder contre les tremblements de terre puis tout. La construction des bâtiments, puis la protection contre les raz de marée, ça coûte quand même de l'argent, ça. Là. Sauf qu'en 2011, il y a eu l'inévitable. Il y a eu la chose est arrivée, en fait. Il y a eu un tremblement de terre, le tremblement de terre de Fukushima. Puis ça a été le séisme le plus dévastateur que le Japon a jamais connu. C'était un séisme de magnitude 9 sur une échelle de 10, donc quand même 9 sur 10, pas mal. Puis en plus, après ce séisme-là, étant donné qu'il y a eu lieu, l'épicentre a eu lieu en plein milieu de la mer, il y a eu un raz de marée gigantesque qui a suivi. Les plus hautes vagues montaient jusqu'à 30 mètres. Donc imaginez, moi, ma maison avec le toit fait 6 mètres de haut. Donc 30 mètres, c'est comme 5 fois plus que ça. Donc c'est pas mal haut. Puis, en fait, ce tsunami-là, en s'engageant dans les terres, a déclenché une catastrophe nucléaire de degré 7. Donc là, ça a été comme
des causes à effet, puis ça a engendré une foule de problèmes pour le Japon. Donc il y a eu un tremblement de terre vraiment dévastateur, magnitude 9, un tsunami avec des 30 mètres de vagues, puis en plus, avec ça, une catastrophe nucléaire de degré 7, puis degré 7, c'est assez haut dans le comment on appelle? Dans l'échelle. Donc, le tsunami s'est rendu à 10 km, à l'intérieur des terres. Donc, quand même, si tu n'habitais pas à plus de 10 km de la côte, ben, t'étais faite. Il y a eu 600 km de côte sur le Japon qui ont été ravagés. Donc, c'est probablement tout ici que ça a été tout ravagé. Tout là. Ça a tout été ravagé. Bon, en voyant le 200 km ici, je pense que c'est plus ça ici qui a été ravagé, là. Ça a plus de sens parce que ça c'est un peu gros. On va dire ça. On va faire disparaître la souris. Il y a eu quasiment 16 000 morts. Puis ça quand même pour un pays développé. Pour un pays quand même un pays qui est riche. 16 000 morts quand même, c'est pas mal beaucoup. Il y a eu 4 000 personnes qui sont disparues. Quasiment 6 000 personnes qui ont été blessées. Donc, puis il y a eu 139 000 personnes qui se sont retrouvées sans maison, sans rien. Ça a tout ravagé. Donc là, imaginez, là-dedans, là, il y a plus de 150 000 personnes qui ont été touchées par ça. Là, vous me direz, ah, mais il y a 150 millions de personnes au Japon, c'est pas beaucoup. Sauf que, bon, 150 000 personnes, on s'entend que c'est juste les côtes ici. C'est pas tout le pays au complet, quand même. Mais 150 000 personnes touchées, c'est quand même une des plus grosses catastrophes que le Japon a connues. Puis par-dessus tout, il y a eu 210 milliards de dollars de pertes économiques pour la reconstruction. Donc ça, c'est énorme. Puis heureusement que le Japon était un pays riche, parce que sinon, il n'aurait jamais pu s'en sortir. Donc, puis tout ça est parti du fait que les évolutionnistes ont dit « Ah, vous pouvez baisser la garde parce qu'il n'y aura pas de séisme ici. » Fait que là, certains, ils disent « Ah ouais, mais les évolutionnistes ont le droit d'avoir des erreurs. » Ouais, mais sauf que ça a quand même... l'erreur a quand même coûté 150 000 personnes. A quand même touché 150 000 personnes. Puis, selon le modèle créationniste, il y aurait pu avoir un séisme, là. Parce que les côtes sont pas jeunes de 140 millions d'années, ou vieilles, peu importe, là. Ils sont plutôt jeunes. Puis, selon le modèle créationniste, jamais on aurait dit au Japon de baisser la garde. Puis pour finir, on a d'autres exemples. Ah ouais, bon, là j'ai des photos, j'avais oublié. Donc ça, c'est des photos du tsunami qui a suivi. Donc vous pouvez voir que ça avait la hauteur des grands arbres qu'il y a là-bas. C'est quand même pas mal. Ça a été quand le tsunami est passé, donc vous voyez qu'il n'y a plus grand-chose en fait. Ça, c'est encore de la dévastation. Vous voyez que c'est vraiment... on se croirait après le tsunami en 2005. Vous savez, le tsunami qui a ravagé toutes les côtes de l'Asie du Sud-Est. On se croirait après ça. Des bateaux qui ont été carrément soulevés et arrivés sur la terre. Ben, c'est drôle quand même de voir la montagne qui est en arrière. Ici, les eaux qui ont complètement envahi les routes. Le bateau qui est sur une maison, encore une fois. Et donc, pour finir, je vais essayer de finir ça vite parce qu'il faut que je mange bientôt. Je travaille cet après-midi, donc je fasse ça assez rapidement. Donc, il y a plusieurs autres choses qui sont reliées à l'évolution, puis qu'en fait sont pas mal néfastes. Premièrement, les fossiles vivants. Ça, je vais en parler plus longuement plus tard. Mais pourquoi qu'ils existent? En fait, un fossile vivant, c'est des espèces qu'on croyait disparues depuis un certain temps, mais qu'après ça, on en a découvert des spécimens vivants. Puis ça, vraiment, pour être déclaré un fossile vivant, il faut vraiment que l'espèce soit disparue depuis le temps des dinosaures, à peu près. Donc, ou peut-être un peu moins, mais c'est quand même en millions d'années. Donc, il y a des millions d'années qui séparent
les fossiles, puis les spécimens des vivants. Fait que là-dessus, il y a quelque chose qui marche pas. Il y a un gros point d'interrogation entre les deux. Puis l'évolution n'a jamais été capable d'expliquer ça. Mais, comme je vais l'expliquer dans une étude plus tard, ça marche avec un modèle créationniste. Ensuite, on va le voir aussi, mais les dinosaures ont été contemporains de l'homme. Il y a plusieurs preuves de ça, puis je vais vous apporter je vais vous apporter même 2 études sur ça. 2 études complètes sur les dinosaures qui ont été contemporains de l'homme. Ça, c'est vraiment fascinant de voir ça. Ça va être étude 10 et 11. Là, on est rendu à l'étude 4, fait que c'est quand même dans un bout, mais c'est bon aussi de vous faire patienter. Ensuite, il y a aussi la fraude de la phalène, qui ça, c'était une prétendue preuve de l'évolution, que la révolution industrielle a fait évoluer les phalènes des bouleaux. Parce qu'en fait, pour faire la courte histoire, les phalènes, c'est une espèce de papillon qui se pose sur les troncs de bouleaux, parce qu'ils sont de la même couleur qu'eux. Les ailes du papillon sont de la même couleur et ressemblent beaucoup à l'écorce du bouleau. Puis en fait, à cause de la révolution industrielle, les bouleaux qu'il y avait en Angleterre, ils ont quasiment tout noirci à cause de comment on appelle la fumée, c'est ça. À cause de la fumée qui sortait des industries puis tout. Puis là, étant donné que les papillons ils étaient blancs, ben là, ils pouvaient se faire voir plus facilement par les oiseaux puis leurs prédateurs. Mais là, il faut savoir que il y a plusieurs espèces de phalènes. Il n'y en a pas juste des blancs, mais il y en a aussi des noirs. Fait que là, la théorie de l'évolution s'est dit que, étant donné que les blancs pouvaient se faire attraper plus facilement puis que les noirs étaient maintenant cachés, ben que l'espèce aurait dû évoluer pour que le noir, l'espèce noire, soit plus dominante après. Ça a été le cas un certain temps, mais après que la révolution industrielle soit passée puis que les bouleaux soient redevenus blancs, ben les phalènes des bouleaux blancs sont redevenus dominants. Et donc, ça fait en sorte que c'est vraiment pas une preuve d'évolution. Puis de toute manière, il n'y a eu aucun accroissement d'information. C'est juste eu une différence entre les... il y a juste eu une différence entre le nombre de gènes qui était le plus dominant. Entre le gène qui était le plus dominant et celui qui était récessif. Mais il n'y a eu aucune évolution. Et en fait, dans ce cas-là, il y a eu une microévolution. Mais comme je l'ai dit, la microévolution s'accorde avec la création. Voilà. Ensuite, il y a aussi, il y a 400 millions d'années, l'invention, entre guillemets, de la plante à graines par la nature. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que l'évolution n'est pas capable d'expliquer. Que la plante à graines est apparue comme vraiment subitement comme ça. Est passée, en fait, des fougères à la plante à graines. Donc, les fruits puis tout. Donc, il y a quand même eu... il n'y a rien eu entre les deux, là. Ou en fait, non, je pense que c'est pas ça. Il y a 400 millions d'années, c'est juste carrément la plante à graines qui a été inventée sans... parce que les fougères, c'est une plante à graines aussi. Parce que, excusez-moi, ça fait longtemps, là, je me rappelle. Puis c'est pas écrit dans mes notes, parce qu'il faut que j'y aille de mémoire. Mais je pense que c'est ça, il y a 400 millions d'années, quand ça a commencé à avoir plus de végétation sur la Terre. Mais selon l'évolution, c'est apparu subitement. Fait que ça marche pas. Ensuite, on a aussi trouvé des fossiles d'oiseaux modernes qui ont été trouvés dans la même strate que des fossiles de dinosaures. Fait que de dire que les dinosaures c'est les ancêtres des oiseaux, ben ça marche pas parce que les deux ont vécu en même temps. Donc ça c'est vraiment une preuve que le modèle de l'évolution ne marche pas à quelque part. Ensuite, il y a le génome du chimpanzé. On le disait identique au nôtre à 98%. Vous avez déjà sûrement entendu voilà, vous avez déjà sûrement entendu cet argument-là pour dire que les singes étaient nos ancêtres. Mais après des études récentes,
son génome serait plutôt identique au nôtre à 81%. Donc ça réduit considérablement. Puis on voit vraiment que c'est deux espèces séparées. Ensuite, je pense que c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Le racisme, qui est une conséquence de l'évolution. Puis vraiment, les cas de racisme, ils ont été vraiment plus présents à partir du moment que l'évolution était présente. Je donne juste un exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez sûrement déjà entendu parler d'Hitler. Ben, Hitler, lui, il haïssait les Juifs. Fait qu'il voulait les exterminer selon des mécanismes de l'évolution. Donc, selon la sélection naturelle, dans les camps de travail. Parce que dans les camps de travail, ceux qui étaient les plus durs, physiquement, ils survivaient. Donc, Hitler se dit, ben, je vais utiliser un mécanisme de l'évolution pour exterminer le plus de Juifs possible. Puis ceux qui vont être les plus toughs, ben c'est cool pour eux, ils vont avoir survécu. Donc, dans les camps de travail, il a fait travailler des Juifs longtemps, puis il y en a beaucoup qui mouraient d'épuisement. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme de l'évolution. Puis en fait, la sélection naturelle, c'est très exactement la microévolution dont j'ai parlé plus tôt. Et le dernier, notre prétendue descendance des poissons, qui est complètement fausse. Puisqu'en fait, je sais pas si j'en avais parlé, mais je sais pas si j'en avais parlé, mais je pense que j'avais parlé de croquis qui avaient été faits par un certain bonhomme. Excusez-moi. Par un certain bonhomme qui prouverait vraiment que notre fœtus passait par tous les stades de l'évolution. Puis que, à un certain moment, le fœtus avait des branchies. Puis ça a été, avec les avancées de la médecine, ça a été prouvé faux. Donc notre descendance des poissons n'a jamais été prouvée. Et donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est vraiment temps de conclure parce que moi, il faut que je mange. Je pars dans 30 minutes. Donc, même les manuels scolaires sont corrompus. Donc, ça, on l'a vu au début. J'en ai donné un exemple. Ensuite, on a vu que les langues se simplifient et non se compliquent. La microévolution n'égale pas la macroévolution. Il faut vraiment séparer ces deux termes-là pour vraiment comprendre le débat. Création égale science, autant que évolution égale croyance. On a vu aussi que à peu près toutes nos sociétés laïques s'y acceptent l'enseignement de l'évolution est en fait non laïque. On a vu que Dieu ne peut pas être ignoré. Il est vraiment évident. Rappelez-vous l'éléphant dans le salon. On a vu que l'évolution est l'une des causes du désastre de Fukushima. C'est pas la seule cause, mais c'est vraiment le point de départ de toute l'affaire. Et finalement, on avait vu, etc. Il y avait plusieurs autres choses. Voilà. Donc, prochaine étude qui va être dans 2 semaines. Donc là, ce vidéo va être publié. Là, je suis encore en mai sur mon calendrier. Va être publié demain le 12. Prochaine étude va être le 26. Va être publié le 26. Donc, prochaine étude, on va faire un tour dans les colonnes géologiques. On va jouer un peu avec les roches. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. C'était vraiment temps, ça fait 45 minutes. Je pense que je l'ai fait un petit peu trop long même. Un petit peu trop long que je voulais. Fait que là, moi, il y a le temps que j'aille manger. Et donc, moi, je vous dis au revoir. Donc, j'espère qu'on va se revoir pour la suite de cette série d'enseignements. Je pense que ça vous a intéressé et tout. Je vous invite aussi à aller regarder toutes mes autres séries. Parce que, bon, c'est pas de l'enseignement. Mais c'est quand même aussi divertissant. Donc moi, je vous dis ciao. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.